Bonjour Kamal. Bonjour. Bonjour. Alors on est avec Justine, aujourd'hui on est content de te recevoir. On va parler évidemment du sommet de l'inclusion économique. Tu sais que cette année, on a choisi un thème qui est assez intéressant. C'est le thème en fait des transitions. Transition énergétique, transition écologique, on en parle beaucoup. Mais on parle aussi aujourd'hui de l'enjeu de la transition démographique, la transition liée au métier du numérique et notamment l'intelligence artificielle. Donc comment ces sujets peuvent être aussi des sujets très intéressants sur ce qu'on appelle l'inclusion économique, ces populations qui sont un peu mises qui sont marginalisées, qui sont mis un peu de côté et qui peuvent à un moment donné aussi trouver un rebond dans leur intégration professionnelle à travers ce sujet de l'inclusion. Donc c'est ça dont on va parler pendant 2 jours, le 25 et 26 novembre prochain, au ministère de l'économie pour commencer et on terminera au Palais de la Porte Dorée. Et on voulait en fait d'abord en savoir plus. Merci parce que Faya s'engage à nouveau, accompagne cette initiative, donne de la force et de la puissance à notre opération. Et alors peut-être pour commencer, pourquoi Faya nous rejoint, qu'est-ce qui stimule cet engagement? Et puis on aimerait aussi en savoir un peu plus sur la manière dont vous voulez porter ces sujets. Alors déjà, je suis très heureux cette année pour cette édition de voir mes collègues aussi rejoindre le mouvement. Il va y avoir cette année Faya Fondation et Faya Bâtiment qui s'associent à Faya Énergie pour porter la voix de Faya au sommet d'inclusion. Et oui, parce que Faya est un groupe avec différentes filiales et on voit déjà les premiers impacts, c'est-à-dire que tu as réussi à créer une dynamique en fait de simulation au sein de ton groupe et faire en sorte qu'il y ait d'autres collaborateurs qui rejoignent ce mouvement. Donc bravo à vous. Et si je peux ajouter quelque chose, qu'est-ce que Faya Fondation justement pour peut-être nos auditeurs qui ne connaissent pas la Fondation Faya? Alors, le groupe Faya est un groupe familial, c'est un groupe indépendant qui est organisé sur la base de 7 divisions, chacune portant une spécialité. Donc, moi, je suis le DRH de Faya Énergie. Nous, on travaille dans la transition énergétique et digitale. On va en parler tout à l'heure. Et puis, les autres divisions, chacune ayant sa spécialité. Faya Bâtiment travaille, comme son nom l'indique, dans les bâtiments, dans la construction d'ouvrages. Et quant à Faya Fondation, ce sont des spécialistes des fondations spéciales. Voilà. Donc, on a au sein de Faya une diversité de métiers, ce qui résonne avec la diversité dont on va parler aujourd'hui. Et justement, pourquoi Faya a décidé de s'engager vers une initiative d'inclusion? Alors pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on est dans un secteur pénurique en termes de compétences, qu'on soit dans la fondation, dans les divisions de Faya Bâtiment, Fondation ou alors Faya Énergie. On est dans des métiers techniques et on a besoin de talent, on a besoin de compétences. Or, le marché est pénurique. Et donc, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on se refuse à élargir nos champs des possibles. On a eu, par le passé, des habitudes à vouloir des profils qui nous ressemblent, ou toujours certains profils qui correspondent à certaines écoles, etc. Et donc, dans la stratégie qu'on a menée en matière de RH, on s'est dit qu'il fallait diversifier notre recrutement. Alors une fois qu'on a dit ça, il fallait mettre en œuvre des actions qui permettent d'arriver à ça pour pouvoir élargir notre champ. Et puis une chose importante, diversifier ces recrutements, c'est intégrer de la diversité. Et on sait que cette diversité, eh bien, elle a de la valeur. Elle crée de la créativité, de l'innovation. C'est une richesse. Ça, quand on est dans le monde des RH, on est convaincu de ça. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, elle répond à nos enjeux, elle répond à nos impacts et elle répond à nos parties prenantes. Et quand on répond à ça, évidemment, l'inclusion et la diversité est un engagement sur lequel on doit répondre et on y répond de manière concrète par des actions concrètes. Et le fait d'être au sommet de l'inclusion est un tremplin, est une marque d'engagement et ensuite... eh bien, on est là pour témoigner de nos expériences, de ce qu'on a appris dans le cadre du sommet d'inclusion. Voilà. Et puis surtout transmettre aussi vos expériences à d'autres pour pouvoir les embarquer et créer une dynamique beaucoup plus forte avec d'autres entreprises en France. Donc je comprends que le groupe Faya
c'est un groupe aujourd'hui qui continue à se développer, qui est assez imposant. Hein. C'est combien de milliards aujourd'hui? Le groupe Faya, c'est un peu moins de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un peu moins de 30 000 collaborateurs. 30 000 collaborateurs. Voilà. En France et quelques-uns à l'étranger. Français, oui. En France et également à l'étranger. Ouais. C'est le premier constructeur de matériel routier. Enfin, c'est un leader mondial de matériel routier. Et puis, c'est un leader du domaine du BTP, de la construction. C'est le 4e groupe de BTP en France. Et donc, la part de l'énergie, donc l'activité sur laquelle tu es directeur des ressources humaines, est en croissance aujourd'hui. Hein. Alors, exactement. La division Financial Services est en croissance. C'est une division qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et ça va continuer. On a un carnet de commandes qui est plein. Et donc, l'enjeu principal, c'est de répondre à ce carnet de commandes. Et donc faire face aux besoins de nos clients. Et pour ça, il nous faut de la compétence, il nous faut des talents, il nous faut des équipes. Voilà. Donc beaucoup de postes à pourvoir. Exactement. Et donc justement, c'est quoi pour vous un bon candidat pour rejoindre votre filiale? Un bon candidat, c'est celui déjà qui correspond bien sûr aux compétences dont on a besoin. Et c'est celui qui vient avec, ou celle qui vient avec ses qualités, avec sa différence. Ce dont on a besoin quand on parle de diversité, c'est cette différence qu'on inclut dans notre capital. Voilà. Après, tout ça s'organise, tout ça se manage. On va peut-être en parler, mais sur la diversité, une fois qu'elle est là, c'est une grande étape de franchie, mais après, tout ça doit se mettre en musique. Voilà. Et c'est d'abord des scientifiques, en fait, hein, le gros vivier en fait, de compétences dont vous avez besoin, c'est des gens qui ont des appétences sur le métier de la technique. On a beaucoup de compétences d'ingénierie, d'ingénieurs, de techniciens, mais pas que. Aussi, on recrute dans des métiers support, dans des métiers de contract manager, de juridique, de finance, de RH. Voilà. On a aussi des besoins. Dès lors que on a beaucoup d'activités, c'est l'ensemble des emplois qui sont adressés en besoin. Et vous avez justement des moyens en place en interne pour accompagner ces jeunes-là et même par la suite qu'ils évoluent au sein de l'entreprise? Exactement, c'est ce qu'on vend aussi dans notre promesse RH. On vend un épanouissement personnel, on vend l'enrichissement d'un capital compétence, donc par la formation. On vend une carrière, on vend un bien-être aussi. Et puis, on vend une fierté de voir une entreprise qui prend sa part dans les enjeux sociétaux. Voilà. Et une entreprise qui fait la part belle à l'ouverture sociale. Tu peux peut-être nous parler un peu de ton parcours personnel? C'est toujours intéressant et probablement une source d'inspiration pour d'autres. Écoutez, moi, j'ai rejoint le groupe Faya il y a 16 ans maintenant. Et avant ça, j'avais passé 10 ans dans un groupe, dans un même secteur de l'énergie. Et j'ai commencé ma carrière. La fin de mon parcours scolaire n'a pas été évident. Donc, il a fallu rapidement que je rentre dans le marché du travail. Et j'y suis rentré par le bas, on va dire. Et par sérieux, par détermination, par volonté, par toutes les qualités qu'un jeune peut avoir. J'ai progressé. Et j'ai aussi progressé parce que j'ai fait des belles rencontres. Parce que certains m'ont fait confiance aussi. Parce qu'on peut avoir toutes ces qualités, mais quand on n'a pas les bonnes rencontres, on n'a pas toujours la chance d'évoluer. Et comme tu vivais où, toi, à l'époque? Pardon? Tu vivais où quand tu étais étudiant? Moi, j'ai grandi, je suis né en région parisienne, en banlieue de la région parisienne, dans le Val-de-Marne. J'ai suivi un parcours de formation assez classique. J'étais au collège, au lycée, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je suis rentré dans le monde du travail un peu plus jeune que la moyenne, on va dire. Après le bac, alors? Ouais, quelques années après le bac, je me suis un peu perdu à l'université, pour tout dire. D'accord. Je me suis un peu perdu à l'université. Un universitaire qui s'est réorienté. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé ma voie, même si j'avais fait une formation dans l'administration et l'économie, mais... AES?
AES, on appelle ça AES, exactement. Ouais. À Créteil peut-être, À Créteil, exactement, à la faculté de l'université de Créteil. Et à cet âge-là, je me suis un peu perdu. Et puis très vite, j'ai compris qu'il fallait que je bosse, quoi. Et donc, je suis rentré dans une entreprise un peu par hasard, parce que c'était le passage à l'an 2000. Alors, quand il y a eu le passage à l'an 2000, on a eu peur du Big Bang informatique. Donc, on avait besoin de petites mains pour venir pianoter dans des PC pour transférer les données d'un système à un autre. Voilà, je chante un peu comme ça. Puis très vite, je suis arrivé au service du personnel. Et puis c'est là que j'ai commencé à apprendre le métier des ressources humaines. Et puis après, je me suis formé. Parce que j'ai trouvé que c'était nécessaire de le faire. J'avais la pratique, mais il me fallait remettre un peu les choses dans l'ordre. Et cette formation m'a été utile. J'ai décroché un diplôme. Donc une formation en interne. J'ai fait dans le cadre de la formation continue. Dans le cadre de la formation continue. D'accord. J'ai fait pendant 2 ans une formation pour décrocher un master. Et parmi les belles rencontres, j'ai quelqu'un dans l'entreprise qui m'a orienté vers ça, qui m'a conseillé de faire ça, parce qu'il avait sans doute vu en moi des qualités, un potentiel, et donc je lui suis reconnaissant. Voilà. Et puis de fil en aiguille, les choses ont évolué. Et ça a tellement bien marché que tu finis DRH d'un groupe qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires. J'ai rejoint le groupe Faya, qui là aussi, les personnes m'ont fait confiance encore aujourd'hui. C'est un très beau groupe et je suis très fier d'en faire partie et d'apporter ma contribution à ce qu'est le groupe aujourd'hui. Un bon témoignage pour tous ces universitaires qui décrochent ou qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle. Exactement, et qui potentiellement, il y a beaucoup de bons talents qui ne sont pas faits pour faire non plus des grandes études supérieures. Et vous avez dit que vous avez commencé en bas de l'échelle. 10 ans, avant le groupe Faya. Et quand vous êtes arrivé chez Faya, donc là aujourd'hui vous êtes DRH, mais c'était quoi le tout premier poste que vous aviez en arrivant dans ce groupe ? À la fin des 10 ans que j'avais passé dans le groupe précédent, j'étais devenu responsable des ressources humaines. Directement. Quand je suis arrivé chez Faya, j'arrivais en fait dans cette division pour prendre une fonction RH un peu plus supérieure, parce que je montais d'un cran. Mais la division à ce moment-là n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était un périmètre où il y avait 4-5 filiales et ça représentait à peu près 1200 salariés. Et aujourd'hui, on est près de 5000. Voilà. Donc, le groupe s'est construit beaucoup par croissance externe. Donc c'est aussi un modèle d'inclusion, de diversité, intégrer une équipe, une culture. Voilà. Donc, et puis la division aujourd'hui est ce qu'elle est, c'est-à-dire à peu près 5000 collaborateurs, une équipe RH formidable, et puis un groupe qui ressemble à aucun autre groupe. Voilà. Donc, avec ce que ça a de bien, peut-être de moins bien, mais tout ça fait que je suis là aujourd'hui et j'en suis très fier. Et dans vos recrutements, vous utilisez un petit peu l'intelligence artificielle pour justement trouver des nouveaux talents, d'autres horizons Oui, alors bien sûr, on est encore en découverte de l'IA, mais on avait déjà commencé à travailler sur le process de recrutement de sorte à pouvoir faire en sorte que l'évaluation se fasse sur les compétences. Cette idée de dire on essaie d'effacer ses biais, etc. Donc on a fait tout un travail. On regarde pas le CV, mais on s'intéresse à l'individu. Ouais, c'est qualités. Tout ce temps qu'on recrute, on a des biais et on essaie d'effacer ça. Bon. Et pour la meilleure façon de le faire, c'est de recentrer sur les compétences. Ce qu'on cherche, ce sont des compétences. Voilà, des compétences, alors des soft skills, des compétences métiers. Donc on a travaillé sur un référentiel qui est notre base pour à la fois faire nos évaluations internes, nos entretiens de fin d'année, etc., mais aussi pour recruter. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas, parce que ceux qui recrutent, ce sont aussi les managers, la filière RH. Donc il a fallu les former de sorte à ce qu'ils puissent se professionnaliser dans le recrutement. Le recrutement, c'est une compétence, c'est un métier. Et dans notre organisation, le recrutement, c'est un ensemble d'acteurs. C'est les RH, mais aussi le manager, qui n'a pas toujours d'habitude de recruter. On va avoir un manager qui va recruter une fois par an, l'autre qui va recruter 20 fois par an. Et donc, on doit faire en sorte que ce recruteur-là, il ait les clés pour pouvoir bien recruter. Et bien recruter, c'est avoir les compétences dont on a besoin. Donc, ils ont une formation en interne pour bien recruter, c'est ça
Oui, voilà, on a déployé, notamment par le biais de Mosaïque RH, une formation alors destinée d'abord au RH et ensuite aux managers qui recrutent, sur le recrutement dit inclusif et non discriminant. Mais au fond, cette formation de recrutement inclusif et non discriminant, c'est ni plus ni moins que le recrutement qu'on doit réaliser, c'est-à-dire fondé sur les compétences. Voilà. Alors, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle permet de parler des biais, justement. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, voilà, et puis décomplexer les collaborateurs là-dessus. Dire, c'est pas grave, c'est normal d'avoir des biais, des préjugés, ça fait partie d'une construction. Simplement, il faut en avoir conscience. Et quand on en a conscience, eh bien, on les maîtrise et on les neutralise. Voilà. Et ça permet en fait de recruter sur un principe qui est un principe qu'on devrait retrouver partout, c'est l'égalité de traitement finalement. D'équité, exactement. Traiter tout le monde de la même manière et regarder avant tout en fait le potentiel et la compétence de l'individu plutôt que les cooptations, les recommandations et les écoles qui peuvent faire la différence, mais pas systématiquement, sinon ça génère trop de monoprofils. Le recrutement, vous savez, encore aujourd'hui peut-être pour beaucoup, il se situe dans un CV, à la lecture d'un CV. Sauf qu'un CV, il raconte une histoire. Et cette histoire, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Rien ne vaut un entretien, un recrutement par le biais d'un entretien. Un CV, un parcours, comment dirais-je, souvent, dans mon expérience, j'entendais des managers me dire « il a beaucoup bougé », donc on évacue le CV en faisant déjà une idée de ce qui était le parcours. Mais on n'en sait rien en fait. Moi, je vous ai raconté mon parcours tout à l'heure. Si j'avais été recruté sur CV, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc certains se sont dit et ça m'intéresse de connaître son parcours. Parce qu'il a peut-être bougé, mais peut-être qu'il a bougé parce qu'il a subi. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment il s'est relevé, la détermination qu'il a. Et ça, ça pose la question des soft skills, en fait. Et on s'aperçoit, nous, dans le temps et dans la pratique, que le poids des soft skills est extrêmement important, en fait. Ouais, et on voit que en adoptant ces nouvelles stratégies de recrutement, eh bien aussi, c'est une manière plus facile qui permet, en fait, d'identifier des talents, de recruter sur des secteurs d'activité qui sont en tension et très en concurrence, où il y a peu de gens, mais si on change la manière dont on analyse les profils, on recrute mieux et on recrute davantage. Donc, bravo à vous d'avoir fait ces choix-là. Peut-être qu'on pourrait aussi t'entendre sur la question des domaines de formation. Comment on peut donner envie à des jeunes qui sont aujourd'hui en questionnement, qui arrivent avec des bacs, parfois même mentions au bac sur des bacs scientifiques. Comment on peut leur donner l'envie de s'intéresser à l'ingénierie, au métier d'ingénieur? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est des bonnes rémunérations in fine? Est-ce que c'est des vrais tremplins de carrière? Comment on peut leur donner envie? Parce qu'il y a, il faut le dire, un problème d'ouverture sociale aussi dans des écoles d'ingénieurs. On n'a pas suffisamment aujourd'hui de candidats qui viennent de ces territoires défavorisés, alors que en réalité, ils ont les clés d'entrée, puisqu'il y en a beaucoup qui sont plutôt bons et qui ont des aptitudes au métier scientifique. Dans nos métiers, vous savez, on se présente comme étant des acteurs de la transition énergétique et digitale. C'est ça qu'on vend. Alors on le vend à nos clients, mais on le vend aussi à nos candidats. On est des électriciens. Alors si on m'écoutait, mais les équipes, en tout cas dans l'entreprise, on n'est pas que des électriciens en réalité. Le monde de l'ingénierie électrique, il est vaste, il est large. Puis l'intelligence des systèmes fait que on n'est plus dans les métiers d'électricien d'avant. Et au fond, ce qu'on vend nous aujourd'hui, notre métier, notre raison d'être, c'est de participer à cette transformation. Cette transformation, alors nous, sur le volet énergétique, c'est-à-dire la transformation énergétique et digitale, mais tout ça s'inscrit dans la transformation au sens du développement durable. On parlait d'écologie tout à l'heure, c'est ça notre métier.
C'est-à-dire, on installe des bâtiments, on fait la rénovation pour consommer moins. On est un acteur de la décarbonation. Voilà. C'est un enjeu extrêmement stratégique pour la France. On doit, réélectrifier la France. C'est ça les enjeux. On va vers du tout électrique, sauf que nos réseaux, nos infrastructures ne sont pas tout à fait prêtes. Et donc, notre métier, à nous, c'est de participer de ça. Donc, ça donne du sens. En fait. Ça donne du sens pour dire à nos jeunes, vous avez un métier qui participe de ce que sera votre monde à vous. C'est vrai. Vous avez la possibilité de le construire, en tout cas. Exactement. Ouais, Venez, c'est un peu ça qu'on dans dit. tous les sens du terme. Exactement. Dans notre marque employeur, auprès de ces jeunes, c'est dire, venez construire le monde dont vous avez... que vous rêvez. Dont vous avez besoin, le monde que vous souhaitez. C'est ça l'idée. Oui, on parle d'écologie. Donc finalement, les emplois verts, c'est une bonne opportunité d'inclusion aussi. Exactement. Le thème de l'édition, c'était la transition, on est plein dedans, nous. La transition, la transformation, c'est passer d'un monde à un autre monde. On est dedans, en fait. La transition, c'est cette période-là qui va faire qu'on passe d'un monde à un autre. Voilà. Alors ça va durer. Et là, on fait un choix qui est assez particulier, parce que nous, on aime bien aussi s'appuyer sur ce qui a marché dans ces quartiers populaires. On est issus de ça, ces quartiers populaires, pour aller aussi parler à la ruralité, parce qu'on pense qu'il y a des proximités, il y a des convergences, c'est pas les uns contre les autres, c'est des territoires qui ont un peu moins de chance que les autres, parce que moins d'opportunités. Et l'idée, c'est comment on transfère ce savoir-faire, comment on transfère un discours commun, et des actions communes. Nous, ça nous intéresserait de voir comment, en fait, ces opportunités d'emploi, notamment à travers l'alternance, parce que pour avoir des ingénieurs, il faut les préparer, il faut les former. Donc, on a aujourd'hui des gens qui peuvent, en zone rurale, en banlieue, rentrer dans des parcours de formation d'ingénieurs, faire de l'alternance avec des entreprises comme les vôtres. Et cette dynamique, on aimerait vraiment la mettre en place. Il faudrait regarder comment, à travers le sommet, on peut sortir une solution d'envergure sur ces secteurs qui sont en tension. Oui, alors l'alternance, pour nous, c'est un moyen extrêmement important. On a un taux d'alternants qui doit être proche de 7%. Les écoles se sont adaptées aussi à ça. Toutes ne proposaient pas ces formations d'alternance. Aujourd'hui, quasiment toutes les écoles le prévoient. L'autre avantage que possède le groupe, c'est que il est présent un peu partout. En fait, on a une organisation de proximité. Faya Bâtiment a des agences partout en France. Faya Fondation aussi, Faya Énergie aussi. On a une présence territoriale. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Et donc, quand on est proche de ces territoires, eh bien, on a besoin de recruter localement. Donc, après, on s'est trouvé des solutions pour qu'ils puissent se former et puis qu'on puisse répondre à nos besoins qui sont aussi des besoins locaux. Et vous avez un conseil peut-être à donner à une entreprise qui hésite encore à s'engager sur la voie de l'inclusion Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire, c'est ça ? Faites comme nous. Alors moi, on dit souvent que pas forcément de conseils à donner, mais par contre, on partage notre expérience. On dit, on était au sommet de l'inclusion il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Ouais, vous avez aidé à lancer le sommet de l'inclusion. Nous, on était dans la salle. J'étais avec Sophie Gozlan, ma collaboratrice sur ces sujets-là. Je le salue d'ailleurs. Salut d'ailleurs. Et on était dans la salle, on est venu, non pas par hasard, parce qu'on était sur ces questions-là, on essayait de trouver les solutions, on essayait de construire quelque chose. Parce que des actions, on en faisait, en fait. Mais des actions un peu isolées, un peu à la force du bras, et on s'est dit, il faut une démarche construite, il faut une démarche structurée. Donc on est venu voir ce que faisaient les autres. Donc on s'est inspiré des autres, et après, on est assez fiers que quelques années après, on vienne maintenant témoigner de notre expérience, et on espère que, à travers notre témoignage, eh bien, d'autres aussi qui seront dans la salle ou à distance peut-être, vont s'inspirer de ça et seront aussi quelques années après avec nous au sommet d'inclusion. C'est ça le mouvement qu'on essaye d'impulser et on est très content que ça se cristallise dans des démarches concrètes. Est-ce qu'on a fini ?
Et on a fini. Un petit On a- mot du coup. Bon après, vous serez présent au sommet de l'inclusion économique, mais un petit mot pour les autres participants qui seront présents à cet événement aussi. Eh ben, je suis très heureux de pouvoir nous retrouver à nouveau au sommet d'inclusion. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. Et donc j'ai hâte d'être à Bercy. Le 25 ouais. Et le 26 aussi. Super. Merci beaucoup, Kamel, pour ta présence et les engagements de Fayat Énergie et le groupe Fayat d'une manière globale. Merci. À bientôt.